Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode des Conseils d'Elrond. Aujourd'hui c'est un épisode assez particulier parce que je ne serai pas seul à faire cet épisode. Vous l'avez certainement déjà entendu sur Radio Baragdour ou croisé sur une table de jeu pendant divers tournois. J'accueille aujourd'hui Quentin. Bonjour. Donc il va venir avec moi parler, pas de points de règle, mais on va s'intéresser aujourd'hui au scénario. On va faire plein de petites vidéos centrées chacune sur un scénario typique qui sont tirées de ce supplément pour vous aider à mieux les comprendre et à mieux les gérer pendant vos parties soit en tournoi, soit chez vous avec vos amis. Aujourd'hui on va commencer par quel scénario ? Domination. On va donc commencer par la présentation du scénario. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les objectifs de la domination ? Bien sûr, alors domination, ça va être déjà un scénario avec des pions objectifs. Donc ça va être vraiment les objectifs principaux. Chacun va avoir jusqu'à 2 points au maximum. Si vous arrivez à 3 pas dans la zone autour de l'objectif, sachant que c'est des pions de la taille d'un socle d'infanterie. Oui, 25 mm. Et donc là, vous gagnez jusqu'à 2 points par objectif, il y en a 5, donc jusqu'à 10 points sur ces pions-là. Un seul point si par contre l'objectif est contesté par un adversaire. Vous avez plus de figurines, mais il y a quand même des figurines adverses dans cette zone de 3 pas. Et ensuite, vous avez, juste pour terminer, 1 point pour blesser le général. Et dernièrement, vous avez 1 point pour la démoralisation, donc ça, classique, même si du coup, on voit même dans ce scénario, c'est vraiment pas si important de bourriner, on va dire, ou d'aller chercher le général. Il faut vraiment aller se concentrer sur la prise d'objet si vous voulez gagner la partie. Et comment on se déploie dans ce scénario ? Le déploiement, il est assez basique, c'est-à-dire que chaque adversaire a en fait une moitié de table pour se déployer, donc c'est vraiment... Après c'est très classique, c'est troupe par troupe en alternant voilà. Les camps. En étant à 6 pas de son capitaine de troupe. Et pour la fin de partie, quand est-ce que ça s'arrête ? Ça s'arrête une fois que l'une des deux armées est réduite à moins de 25% de ses effectifs de départ. Donc si vous voulez vraiment finir la partie rapidement, il faut quand même aller un peu au combat, sans oublier d'aller prendre les pions objectifs. Le plus important. Donc on vient de voir que le but du scénario c'est de contrôler 5 objectifs qui sont répartis sur la table. Pour rappel, il y aura un objectif au milieu de table, fixe, et ensuite les deux joueurs pourront placer chacun 2 objectifs sur la table, à plus de 6 pas d'un bord de table et à plus de 12 pas d'un autre objectif. C'est bien réparti quand même. C'est bien réparti sur la table. Donc maintenant la question qui s'amène c'est comment on peut adapter sa liste pour avoir des meilleures chances que son adversaire pour gagner ce scénario. Ta première idée comme ça serait quoi ? Déjà, comme il faut être capable quand même d'occuper le terrain sur pas mal justement de zones, il faut déjà avoir une armée assez nombreuse. Si vous jouez la communauté, c'est un peu plus compliqué d'aller prendre 5 objectifs avec 9 figurines. C'est exactement ça, donc il faut quand même avoir un nombre suffisant pour pouvoir justement aller chercher ce dont vous avez besoin. Oui, parce qu'au final, pour gagner ce scénario, il suffit d'en avoir que 3. Il suffit de dominer 3 zones. Maintenant, ça se passe pas toujours comme prévu, donc vous avez bien compris qu'il faut avoir une masse de figurines suffisante pour se permettre de pouvoir mettre un petit groupe de figurines à chaque fois partout sur la table. Sur au moins 3 objectifs et après avoir des troupes en embuscade pour aller prendre les objectifs un peu plus éloignés, ce qui nous amène au deuxième point qui est assez important, c'est d'intégrer dans son armée un peu quand même de mobilité. Il y a 3 facteurs qu'on avait un peu analysés avant la vidéo qui peuvent vous apporter de la mobilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces fameux 3 facteurs ? On va dire le facteur, le numéro 1, le mieux, mais qui n'est pas forcément accessible partout, c'est le vol. Parce que le vol, c'est 12 pas, on ignore les zones de contrôle, on peut vraiment éviter les décors, etc. Clairement. Donc là, pour aller chercher les objectifs partout sur la table, passer dans le dos de l'adversaire sans risque de contre-charge, c'est parfait. C'est top. Après, le numéro 2, on va dire, ça va être la cavalerie. La cavalerie, on a quand même 10 pas, sauf pour les chevaux spéciaux, mais a priori, on a 10 pas, on a cette mobilité, alors ça sera un peu plus du contournement que du passage direct derrière, mais on peut aller chercher aussi... Puis pour le coup, la cavalerie, elle est disponible dans quasiment toutes les armées du jeu. Puis après, il y a des armées en plus full cavalerie comme le Rouen, les chevaucheurs de Charcot,
où là, la mobilité pour passer d'un objectif à un autre, pour mettre un peu la pression à votre adversaire, c'est parfait, quoi. Et après, il y a une troisième petite botte secrète pour surprendre votre adversaire. Ça va être les petites règles qui vont permettre de passer outre les terrains difficiles. Quoi, on peut penser directement aux elfes avec les créatures des bois. Si vous jouez sur une table avec beaucoup de forêts, c'est quand même parfait. Voire on peut avoir même une combinaison avec créatures des bois plus pieds légers, donc avec les cavaliers qui vous permettent de passer dans la forêt comme ça. Après il y en a d'autres, des règles de montagnard, de cavernicole, les araignées. Les araignées bien sûr. Qui peuvent escalader sans aucun souci et qui peuvent vraiment aller vous permettre d'aller chercher des objectifs derrière les lignes ennemies ou bien cachés dans un petit coin, quoi. Après on peut penser aussi au marché héroïque ou au tambour, mais ce sera un petit peu plus dur à placer parce que vous avez les zones d'effet, donc là ce sera un peu plus... Les zones d'effet, les zones de contrôle, plus difficile à mettre en place. C'est ça. Et enfin, il y a un troisième point qui est important dans votre construction d'armée, c'est de prendre des figurines qui sont capables de désorganiser votre adversaire. Alors, comment on peut désorganiser son adversaire comme ça pour le perturber dans son contrôle d'objectif? Il y a plein de moyens. Déjà, on peut lui parler pour le perturber pendant la partie. Mais ça, c'est pas dans l'armée. Ça fait pas partie de la liste d'armée. Voilà, ça, c'est hors armée, hors construction. Mais dans la construction de liste, on peut penser, le premier truc qui vient, c'est la terreur. La terreur, déjà, on va hésiter à charger. Pour la terreur, si on est en face, on peut se dire non, je vais pas passer par là. Et puis il y a les tests qui vont être ratés. Donc qui vont faire que la ligne adverse va être... On va prendre du retard, ça sera bloqué. On va avoir des trous en fait dans la ligne, donc ça c'est un premier facteur. Après il y en a d'autres. On peut penser à la magie par exemple. Bien sûr. Qui est quand même assez courante, au moins dans le méta français. Il y a quand même pas mal de Nazgûl à disposition, avec notamment de la magie pour contrôler les figurines, tuer une figurine aussi grâce au fameux trait des ténèbres. Oui. Après, il y a le grand Gandalf, qui règne quand même sur les 2 trilogies tirées de la Terre du Milieu. Non, mais il sait toujours tout faire. présent. Il sait tout faire. Qui a à peu près les mêmes caractéristiques, et il y a le fameux sort aussi, qui est sorti en V6, qui est Instill Fear, instiller la peur en français, qui permet de reculer toutes les figurines ennemies autour de soi qui ratent son test de bravoure de son mouvement complet et qui l'empêche de rebouger derrière. Donc, si vous vous en souvenez, on contrôle l'objectif à 3 pas du marqueur. Donc si une figurine bouge de 6, vous êtes sûr et certain de la retirer de l'objectif, quoi. Après, attention à chaque fois, que ce soit la terreur ou Instill Fear, le problème c'est que c'est quand même lié au test de bravoure réussi ou raté. Donc il y a aussi une part de chance, enfin comme un sort qui va être raté ou réussi. Donc il faudra aussi mettre les dés qu'il faut et le placement qu'il faut. Faut pas compter sur un coup de chance comme ça, isolé. Il faut le préparer. C'est pour ça qu'on vous dit que dans la liste, vous pouvez prévoir différents types de petites astuces pour être prêt à gagner scénario. Donc on vient de terminer un peu les 2-3 conseils que vous pouvez intégrer dans votre liste d'armées pour bien maîtriser le scénario domination. On va maintenant passer à la partie conseil sur le placement des objectifs sur le terrain, et ensuite comment se déployer de manière quand même un peu plus efficace pour mettre une pression sur votre adversaire et essayer de gagner un avantage dès le déploiement sur le contrôle des différents pions objectifs sur le scénario. Et la première chose à ne pas oublier sur ce scénario, c'est qu'on place les objectifs avant de choisir son bord de table. Attention à ça. Donc il faut faire attention, vous pouvez placer vos objectifs là où vous voulez, mais si vous perdez le petit jet de dés après, vous pouvez perdre ce bord de table et donner un avantage à votre adversaire. Donc il faut bien placer quand même les objectifs de manière à ce qu'ils soient cachés. Enfin, l'objectif n'est pas besoin forcément d'être caché, mais donner du couvert aux figurines qui le contrôlent, mais assez quand même pour qu'il soit assez accessible derrière, parce que si vous n'avez pas votre zone de contrôle que vous souhaitez, quand même que vous avez un passage pour aller le chercher, quoi. C'est un équilibre à trouver, donc après je dirais que ça se fait un petit peu à l'expérience. Voilà, si vous cachez l'objectif, ce sera peut-être à vous d'aller chercher. Après, est-ce que tu as deux petites astuces comme ça pour savoir comment placer ces objectifs ?
Alors déjà, il faut se dire que vous allez placer de manière alternative. Donc moi je dirais d'abord, il faut voir est-ce que j'ai l'avantage de la mobilité par rapport à PA, par rapport à son armée. Si j'ai l'avantage, j'ai plus de cavaliers, voilà, je me dis que je vais être capable d'aller chercher plus loin, ben, je vais écarter plutôt mes objectifs. Je vais aller au-delà des 12 pas. Il faut profiter de sa mobilité pour créer déjà un petit avantage pour aller chercher les objectifs, qu'ils soient d'ailleurs dans n'importe quelle moitié de table. Oui, c'est ça. Donc après, sur l'écartement des objets, on y revient sur la mobilité. Bah, c'est sûr que si vous avez une armée où vous n'avez pas de cavalerie, parce que, je sais pas, c'est une armée qu'on n'a pas, et voilà, Vous jouez des nains. Voilà, vous avez un gros bloc d'infanterie, ben, dans ce cas-là, essayez de rapprocher les objets au maximum des 12 pas, pas trop écarter vers les bords de table, vraiment essayer de jouer compact. Et votre adversaire, normalement, il essaiera d'écarter plus. Mais bon. Après, moi, je me souviens, sur une partie où j'affrontais du full rang, sur le Seigneur des Nations, donc forcément, c'était la légion légendaire des cavaliers de Théoden, donc forcément, full cavalerie en face, beaucoup de mobilité, beaucoup de héros qui peuvent faire des combats héroïques, des marches héroïques, etc. Ce que j'avais fait, ces deux objectifs, lui, il les avait placés dans son camp, et moi, j'avais placé mes deux miens sur la ligne médiane à 12 pouces du milieu. Donc je me suis dit, comme ça, s'il choisit le camp où il y a déjà deux objectifs à protéger qu'il a déjà automatiquement, bah moi je commence direct au milieu de table et je peux vraiment essayer d'enfermer beaucoup son infanterie dans sa moitié de table et essayer de limiter un maximum sa mobilité. Après, si c'est dans l'autre sens, bah, vous êtes encore mieux parce que vous avez deux objets à protéger et au milieu de table vous faites un gros cordon et là normalement sa cavalerie elle galère un peu à passer, quoi. C'est ça, donc dans tous les cas, essayez de resserrer si vous êtes moins mobile et essayez d'écarter par contre si vous avez vraiment l'avantage de la vitesse. Après il y a le facteur, j'ai des tirs ou j'ai pas de tirs. Plus de tirs que votre adversaire ou moins de tirs. Comment tu jouerais à peu près parce que ça affecte la position des objectifs. Je trouve que le gros piège dans ce scénario-là, et on le voit souvent en tournoi avec des joueurs qui sont un peu moins expérimentés, c'est j'ai une armée de tir et j'ai envie d'en profiter un maximum et du coup je me mets loin derrière sur on va dire mes deux objectifs qui sont dans mon camp et en fait j'oublie l'objectif central et les deux qui sont dans le camp adverse. En fait vous prenez, si vous prenez ce pas de recul dès le départ, c'est compliqué de le compenser derrière. Vous aurez beaucoup, à part si vous avez vraiment une armée full tir ou justement avec du rohan cavalier où vous pouvez attirer et puis contourner derrière. Si vous avez une armée on va dire un peu classique, vouloir en tout cas se déployer loin de la ligne médiane, c'est une bêtise. Oui, parce que comme on le rappelle, si on a trois objectifs, vous avez quand même a priori très bonne chance de gagner le combat, donc la partie. Donc il faut quand même, plus vous reculez sur la table quand vous vous déployez, et plus vous avez du retard après pour aller chercher les objectifs derrière. Donc là on vient de parler à peu près du placement des objets. Maintenant on va essayer de parler un peu plus sur comment on déploie ses troupes pour vraiment profiter un maximum du scénario et essayer de gagner un petit avantage. On sait qu'il y a que l'objectif central c'est quand même là où la partie va se jouer, parce que de manière générale, à 80% du temps, chaque joueur contrôle deux objectifs dès le départ. Ceux qui sont dans son camp. Et ceux qui sont dans leur camp. Et après, ça va se castagner au milieu. On comprend qu'on va déjà avoir notre gros bloc d'infanterie avec notre gros héros au milieu pour gagner. Pour essayer de tenter d'obtenir le scénario, l'objectif du milieu. Mais après, comment on déploie le reste pour essayer d'avoir un petit avantage? Souvent, du coup, on a notre capitaine de troupe, notre leader de troupe qui va être du coup à un rayon de 6 pas. Donc on peut arriver à placer l'infanterie lourde justement devant, proche d'une médiane, et arriver à placer les cavaliers plutôt écartés sur les ailes, et au début un petit peu cachés derrière une maison, etc. On veut pas qu'ils se fassent éliminer. En général, on n'a pas non plus 10 cavaliers dans son armée, donc c'est quand même des figurines importantes, surtout vers la fin. Et puis il faut aussi penser aux tireurs. Et les tireurs plutôt en défenseur vers les objectifs qui sont dans votre camp. Donc pas forcément du coup placer son héros en première ligne avec le reste on va dire de l'infanterie, mais le mettre bien central pour pouvoir mettre on va dire un cercle fait de figurines. Prêt à gérer dans tous les sens. C'est ça. Et on va dire un peu comme si vous faites du sport,
avoir les bons profils au bon poste. Un archer, c'est sûr que là, en première ligne, là, il va vous servir à rien. A priori, l'adversaire va être très proche, alors que derrière, sur vos objectifs, à tirer, et à les contrôler. C'est ça, à contrôler et en plus à, on va dire, faire peur, un cavalier justement qui viendrait vous chercher, ça c'est idéal. Et pareil, un cavalier en embuscade qui va venir contourner au moment où la ligne elle sera bien collée, c'est super. Ouais, c'est clair, ça peut apporter une petite menace supplémentaire. Sur ce scénario, il faut quand même essayer de prendre un maximum de place pour éviter justement que le scénario, si votre adversaire a plus de figurines, quand même de pouvoir le contrer à divers endroits, ne pas hésiter à se protéger un peu aussi pour faire des 2 contre 1 en votre défaveur, mais pour bloquer des figurines. Toujours au moins mettre une de ces figurines dans le rayon de 3 pas d'un objectif. Parce que parfois dans la partie vous oubliez et du coup à la fin vous perdez votre objectif entre guillemets bêtement. Et après mettre sur les ailes des cavaliers des petits tireurs pour protéger et une grosse ligne pour essayer d'attraper l'objectif central. Parce qu'on oublie souvent, mais c'est vrai que des fois on n'a pas le temps de venir rapatrier, on se fait défoncer au centre, on n'a pas le temps de venir rapatrier des figurines derrière, ou le test de morale arrive, le test de démoralisation arrive, et en fait les figurines qui n'ont pas trop de bravoure, qui étaient restées derrière à tenir vos objets, fuient, elles s'en vont, et là vous n'avez pas pris assez de sécurité, et ça fait mal. Et là vous perdez tout vos points d'un coup. Donc voilà, bien réfléchir à ça. C'est pour ça que si vous vous placez bien au début, ça peut éviter pas mal de petites mésaventures. Voici les petits conseils qu'on peut vous donner du coup sur le placement des objectifs et le déploiement de votre armée. Maintenant, on va peut-être se concentrer un peu plus sur la table de jeu, avec des petites mises en situation qui nous manquent un peu quand même depuis le début, là, pour illustrer les choses, sur les conseils qu'on peut vous donner pour jouer le scénario, pour essayer de capturer facilement ou contester au moins un objectif, pour justement gagner à la fin au forceps. Pour gagner tous les tournois en fait. Donc on se retrouve maintenant sur la table de jeu. On a déjà mis un peu en scène les différents protagonistes et 3 objectifs donc, qui seront là et les doigts de Quentin qui montrent également. Tu peux nous expliquer un peu comment ces objectifs ont été un peu placés, sachant que le 1, c'est le milieu de table. Voilà, exactement. Et du coup, on a placé les objectifs 2 et 3 ici, de sorte à pouvoir les contester en étant un petit peu caché. Donc, par exemple ici, le guerrier nain, il va pouvoir venir être à 3 pas de cet objectif en pouvant se cacher comme ça derrière le menhir. Du coup, on peut pas le voir et lui tirer dessus par exemple. Voilà, c'est ça, on peut, et même pas le charger si on n'a pas le bon angle. Et pareil ici, ce objectif 3 avec la maison, on peut venir placer, comme on avait expliqué, un défenseur, un archer. On peut venir le placer comme ça, en mode un peu, il aura peut-être des angles de vision de tir, donc mais il se trouve vraiment juste derrière la maison, là, sur la caméra on la voit pas, mais... Voilà, comme ça. Voilà. Et il est capable de tenir l'objectif en étant partiellement caché. Donc il est, comme on a expliqué, dans un peu cet entre-deux, de pouvoir bien défendre, mais aussi pouvoir agir sur d'éventuels attaquants qui viendraient contester le jeu. On va maintenant passer du coup à la première situation. Donc, première chose, là, sur la situation telle qu'on voit, on voit que le Mordor contrôle l'objectif 1 et que les nains contrôlent les 2 objectifs. Donc là, pour le moment, il y a un score de 2 pour le Mordor et 4 pour le nain. Si vous voulez réduire un peu ce score, il faut essayer d'aller contester un peu les objectifs adverses. Parce que là, comme on le voit, il n'y a pas de figurine du bien autour de cet objectif-là, donc le Mordor a 2 points. Par contre, si le nain met, si ce n'est une seule figurine, à moins de 3 pas de l'objectif, le joueur du Mordor n'a qu'un seul point. Du coup là, si le Mordor veut revenir dans la partie, il lui suffit de placer une figurine, par exemple le Numénorien ici, qui bouge de 6 pas. Il peut ignorer la zone de contrôle des 2 nains ici pour se mettre à portée de l'objectif. Là, on voit bien qu'il est à moins de 3 pas.
Et après, dans les tours d'après, essayer d'aller, avec ces 4 orques-là, d'aller contester l'objectif qui est juste là, derrière l'archer, le bouclier et la bannière, pour essayer d'atteindre 2 points pour le mot d'or. Et comme il conteste les 2 autres objectifs, le joueur nain n'aurait que 2 points, et ainsi revenir à égalité. En plus, on peut aussi, en ayant placé comme ça le Numénorien noir sur le côté ici, on peut se dire aussi qu'on va assurer le coup en plus, avec le Moranon qui est là, je me dis, je vais essayer de, comme ça, on va dire, occuper les 2 nains pour permettre à mon Numénorien d'avoir éventuellement juste le nain ici qui viendrait le challenger. Mais voilà, donc vous voyez que c'est pas qu'une fille qui fera la différence, c'est aussi le placement de toutes vos autres figurines pour essayer d'aller réduire le nombre de points adverses. Au lieu qu'ils aient 2 points comme ça facile, au moins ils ont qu'un point. Et peut-être après, si vous gagnez les combats, etc. Grappiller un peu plus, quoi. Voilà. Sachant que le Numénorien ici, juste ici, possède la terreur. C'est ça. Donc il va pouvoir ennuyer un peu le nain pour... il faut un test de bravoure pour le charger, etc. etc. Si ça se trouve, il ratera sa charge. Donc deuxième petite situation. Comme on vous l'a dit, il est très important de se concentrer sur 3 objectifs. On est dans les derniers tours de la partie. Et actuellement, on a le Mordor qui contrôle cet objectif-là, et les nains qui contrôlent l'objectif 2 et 3. Et là, comme on l'a un peu dit tout à l'heure, il est quand même important d'aller essayer de sécuriser des objectifs avec des héros. Alors comment on peut faire ça dans cet exemple-là? Et surtout des héros qui vont être résistants. Parce que dans les derniers tours, on ne veut pas qu'ils crèvent en 2 secondes et pouvoir donner l'occasion à l'adversaire de reprendre cet objectif. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que là on voit qu'on a un roi sorcier ici, une arachnée qui est là, et un chagrate qui est là. Et du coup là on va se dire, on a 3 objectifs à aller conquérir ou contester, on va dire. Et on a 3 héros qui ont quand même, qui sont assez costauds. Donc on va essayer d'en mettre tout simplement un sur chaque zone, en optimisant comme on peut. Donc le roi sorcier qui est ici, c'est notre général, donc forcément on va pas non plus aller l'envoyer foncer dans les mains, on est d'accord. Faut essayer quand même de garder le point du général, parce qu'on va pas offrir des points gratuitement à l'adversaire. On essaie quand même de gagner, donc on va prendre notre petit roi sorcier ici, et on va venir le positionner tout simplement sur l'objectif ici. Il faut savoir que dans ce scénario de domination, et globalement dans tous les scénarios où il y a des objectifs comme ça au sol, on peut marcher dessus. On peut se positionner sur les objectifs. Donc on a placé le roi sorcier ici, qui est assez safe. Ensuite, PH, je te laisse peut-être. Qu'est-ce que tu ferais toi avec chagrate? Avec chagrate, là, ils sont quand même, on va dire, il y a 4 nains ici qui contrôlent l'objectif numéro 2. Donc si on veut essayer de contester, il faut essayer d'en mettre au moins 4 pour que l'objectif ne rapporte aucun point. Mais on peut se dire qu'avec chagrate, on peut quand même tuer un nain de manière assez certaine, voire 2. Un peu comme tout à l'heure, on peut essayer de dire chagrate, en plus avec sa règle du bouclier, il peut renverser les figurines d'infanterie en chargeant. Donc il peut essayer de charger le garde Khazad et le nain avec bouclier pour tenter de les tuer, et ainsi d'avoir la supériorité autour de l'objectif. Derrière, on va essayer de mettre un maximum de figurines à moins de 3 pas. Donc le Numénorien qui peut bouger de 6 va essayer de se rapprocher un maximum. Le Moranon de la même manière. Et peut-être pour éviter que le joueur nain charge ces 2-là, avec le dernier Numénorien, peut-être aller charger ce nain en le mettant le plus proche possible de l'objectif. Et vous voyez bien que là, on a réussi, alors on verra comment se passent les combats, mais on a réussi en tout cas à renverser un peu la vapeur d'un objectif qui était carrément, c'est ça, carrément faire des nains, qui était à 2-0 pour les nains. Et là déjà on conteste, et peut-être avec des combats on va faire quelque chose. Et chagrate est dans la zone, c'est ça qui est peut-être le plus important. Pour aller déloger chagrate, il faut quand même y aller. Un petit guerrier va galérer, après il faut quand même aller envoyer de la ressource. Alors peut-être un Gimli, peut-être un Durin s'il est présent dans l'armée pour essayer d'aller le chasser de cet objectif-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, essayer de répartir vos héros. Des fois on a tendance à tous les mettre un peu au même endroit parce qu'on a envie, on se dit ouais je veux sécuriser, etc. Si vous jouez tout au même endroit, ça veut dire qu'il y aura des zones dans la partie où vous serez un peu faible, et là les autres héros justement adverses, ils vont s'engouffrer dans la brèche. C'est ça, et vous allez perdre des points un peu bêtement. Donc là il nous reste
Arachné. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Arachné ici? Arachné ici, ça peut être un peu... Voilà, vous avez quand même 4 nains en face. Ça va peut-être faire un peu beaucoup, mais vous êtes quand même un monstre, vous êtes costaud. Donc en plus avec votre mouvement arachnéen, vous pouvez passer un petit peu comme ça en surfant à côté de la maison. Donc vous allez prendre votre petit arachné et vous allez passer hop, tic, 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 dans le dos et vous allez vous retrouver ici sur l'objectif et mime à pouvoir charger la bannière. Ça peut être intéressant. Après, il y a plein de possibilités qui s'offriront à vous. Vous pouvez charger 2 nains pour essayer d'en tuer 2, par exemple. Et après, avec les autres orques, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec les autres orques, on peut aller essayer justement de contrôler ces nains en espérant que comme ça, ils bougeront pas trop. Donc par exemple, le bouclier orc qui est ici, on peut essayer de venir avancer, hop, et on charge par exemple les deux là. Toc. Profiter de la règle, se protéger dans le bouclier. Et puis avec le reste, on peut essayer comme ça de venir tout simplement, hop, venir compléter la zone avec un pied derrière comme ça. Et avec Arachné, on peut imaginer plein de possibilités. On a plein d'actions monstrueuses qui peuvent être possibles aussi. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Donc on fait suite à la phase de mouvement qu'on vient juste de faire. On va se concentrer autour de la zone numéro 2 parce qu'il y a des petits conseils qu'on peut vous donner pour essayer de garder le contrôle justement de ces objectifs. Le premier, c'est en cas de gain ou de perte de combat, comment on peut reculer de façon stratégique pour rester dans les 3 pouces de l'objectif. Comme vous le savez déjà, on peut reculer en ligne droite d'1 pouce, mais évidemment, ça donne quand même un certain rayon avec lequel on peut jouer. Par exemple, dans ce combat que vous avez retrouvé ici, entre le numéro noir et le nain avec bouclier, qu'importe en fait qui gagne ou qui perd, l'un ou l'autre aura quand même un choix à faire. Vous voyez que s'ils viennent et qu'ils font, une fois la perte de combat, un pas sur le côté gauche, vous vous rendez bien compte qu'en fait, ils vont s'éloigner hors des 3 pas de l'objectif. Et l'offrir à l'adversaire. C'est ça. En tout cas, donner plus de chances de l'offrir. Et admettons, si on avait une situation où vous êtes le seul résistant encore dans la zone, que vous perdez combat mais que vous n'êtes pas tué, rien que réussir à prendre, par exemple, votre Numénorien noir ici qui a perdu le combat, et reculer sur le côté comme ça, ne pas chasser, et rester dans la zone, ça vous permet de réduire le score adverse à seulement 1 point sur cet objectif et pas 2. C'est pour ça qu'il est quand même très important de jouer sur la périphérie des 3 pouces de l'objectif, parce qu'en fonction de comment les figurines sont placées, elles peuvent revenir autour de l'objectif comme on vient de le voir, mais par exemple là, si Chagrat perd le combat, comme il est face à 2 adversaires, il ne peut reculer que d'un pas à l'opposé de ces 2 figurines et ainsi sortir des 3 pouces. Donc il faut quand même faire attention sur comment on charge pour soit gagner le combat et être dans les 3 pouces, soit perdre le combat et malgré tout rester dans les 3 pouces. C'est des tout petites choses, on va dire des petits détails, mais que vous devez garder à l'esprit parce que ça peut venir vous faire gagner la partie comme la perdre. Donc là, on vous présente une deuxième petite situation. Est-ce que je laisse Quentin vous la présenter? On a une situation où en fait on va dire les nains qui ont plutôt joué la défense, bas sur leur objectif, alors que les orques de l'autre côté ont voulu plutôt attaquer, jouer offensif. Ils ont laissé juste un guerrier ici en retrait, mais pour contrôler l'objectif. C'est ça. Mais du côté du joueur du bien, on a une petite arme secrète. Donc ici représenté par Gan Burigan. Il a une petite surprise, c'est que cette figurine a la règle spéciale créature des bois. Donc elle ignore comme terrain difficile les forêts. Donc là, on peut dire que le joueur du mal a fait quand même une petite erreur de placement, parce que ici, Gan Burigan est à portée de charge de l'orque. Si par exemple le joueur du bien a l'initiative, il va pouvoir ignorer le petit blocus que le joueur du mal a préparé et va pouvoir charger l'orque qui est juste ici. Et là, il va devoir forcer le joueur du mal à soit tenter le tout pour récupérer l'objectif numéro 2, alors de séparer son petit groupe pour aller remettre des figurines ici et essayer de contester l'objectif numéro 2.
Sachant qu'en plus, le joueur du bien n'a pas fini de bouger, il peut se permettre de ramener des nains ici pour occuper un petit peu en position haute, hors des 3 pas de notre objectif qui est ici, pour en plus embêter le joueur du mal. Et maintenant on a une nouvelle situation à vous proposer, cette fois-ci impliquant un gros héros bien combattant, qui est Elendil. Dis-nous, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation, Pierre? Alors on a la situation où l'objectif 1 est complètement sous contrôle du joueur du Mordor, tandis que l'objectif 2 est quand même assez contesté parce que seul le Numénorien noir et Elendil sont dans le rayon de 3 pouces de l'objectif. Donc là, on a une parfaite occasion pour essayer en fait que le joueur du bien contrôle les deux objectifs à la fin de ce tour. Donc ici, Elendil, grâce à Narsil, à son combat héroïque gratuit, mais après vous pouvez le faire avec n'importe quel héros qui a encore un point de puissance pour déclarer un combat héroïque et essayer de prendre le contrôle des deux objectifs. Donc suivant le résultat de la phase de combat qui se déroule, si le guerrier numénorien est tué, hop, comme ceci, vous pouvez envoyer votre petit guerrier de Numénor récupérer cet objectif qui passe sous le contrôle du joueur du bien et profiter de la mouvement amélioré dû au cheval pour qu'Elendil puisse aller charger le guerrier orc, rentrer à moins de 3 pouces de l'objectif, et comme ça, si Elendil arrive à tuer l'orc et récupérer l'objectif, ou alors au moins de le contester, et personne n'a l'objectif parce qu'il y a une figurine de chaque camp à moins de 3 pouces. Dans tous les cas, vous avez réussi à inverser le score grâce à un combat héroïque comme ça de dernière minute. Maintenant, on va passer à un nouveau cas pratique, plus centré sur le tir et sur la magie. Comme vous le savez, ce sont des armes à distance, donc vous pouvez vraiment protéger un objectif comme ici avec Saruman et Legolas autour de l'objectif numéro 1, mais toujours d'embêter en fait le joueur du mal, ici représenté par le Numénorien et par le spectre autour de l'objectif numéro 2. Alors malheureusement, vous n'aurez peut-être pas assez de mobilité pour aller le contester, mais par contre, vous pouvez retirer cet objectif à votre adversaire. Comment tu ferais ça, Quentin? Bah là, on a donc un super tireur avec Legolas. Je pense que j'essaierai de cibler avec Legolas le spectre, ça c'est sûr. Et avec Saruman, j'essaierai plutôt d'essayer de dégager le Numénorien noir avec par exemple un impact magique. Oui, un impact magique ou alors une domination. Ou une domination. Soit des sorts qui vont être capables de tuer, soit des sorts comme domination où vous bougez l'adversaire sous, on va dire, contrainte. Parce que vous pouvez le bouger jusqu'à la moitié de son mouvement. C'est pour ça que là, le joueur du mal aurait pu... Dis donc, je trouve que le joueur du mal est pas très bon aujourd'hui. Le joueur du mal aurait pu, par exemple, au lieu de se positionner ici avec son Numénorien noir, le mettre plus sur l'objectif. Et dans ce cas-là, même avec un domination de 3 pouces, eh ben, il reste quand même encore dans la zone. Oui, parce que c'est 3 pouces à partir du bord de l'objectif. Là, en l'état, c'est sûr que si on le bouge ou qu'il y a un impact magique qui est suffisant pour le sortir de la zone, eh ben, s'il se fait tuer par l'impact d'ailleurs, eh ben, il perd l'objectif, il perd en fait 2 points comme ça, bêtement. Et de l'autre côté, on a aussi un spectre ici, qui peut utiliser son sort une lueur hantée dans le. Et donc c'est un peu comme une domination, mais c'est avec un test de bravoure effectué pour l'adversaire. Et c'est un mouvement complet. Cette technique fonctionne aussi avec la sentinelle elfe Sylvestre qui a, avec sa petite flûte, une mélodie pour bouger une figurine ennemie. Donc là, vous voyez qu'on a des situations où même à distance, on est capable de venir aussi embêter les adversaires, regagner des objectifs ou en tout cas de réduire les scores adverses. Et ça, en plus, c'est très très difficile à défendre. Avant-dernière petite situation et outil très pratique pour chasser des figurines autour d'un objectif et de leur gagner même si on est en infériorité au début du tour. On a 2 possibilités. Ici, on a le sort qui s'appelle Instill Fear, représenté par la figurine de Galadriel, qui est également disponible aux joueurs du mal via les différents Nazgûl et la bouche de son nom. Instill Fear, qu'est-ce que ça fait exactement? C'est en fait la figurine de Galadriel par exemple se bouge pour se rapprocher de l'objectif. Elle peut le déclarer à n'importe quel moment de son mouvement, donc c'est-à-dire qu'elle peut rentrer dans une zone de contrôle et juste avant de charger, déclarer son sort. Donc ici Galadriel se met bien
à moins de 3 pas de tous les orques. Elle déclare son Instill Fear, qui doit passer sur un 4+. Autant vous dire que si ça rate, elle va devoir aller charger 2 orques et prendre un peu plus de risques. Mais si ça réussit, les 3 orques ici vont devoir tester leur bravoure ou fuir. Sachant que s'ils se déplacent, ils ne peuvent plus se redéplacer après. Et vous annulez en fait complètement leur mouvement. Sachant qu'un orc, ça a bravoure 2, Exactement. et qu'en plus... Il y a le petit malus d'une règle spéciale de Galadriel de -1 sur la bravoure ennemie. Donc dans cette situation, le joueur du mal a encore très mal géré la liste adverse et se retrouve dans une très fâcheuse posture parce que l'objectif qui avait l'air très sécurisé parce que 3 figurines contre une, se retrouve complètement démuni parce que si par exemple lui rate, hop, il va fuir de 6 à l'opposé de Galadriel. Admettons que lui rate également, il fuit, celui-là résiste, et Galadriel va pouvoir le charger, le finir pourquoi pas au corps à corps, et l'objectif après change de camp radicalement et passe du mal au bien. Le dernier cas, un peu à l'image de l'Instill Fear, ça va concerner les monstres, parce qu'on va utiliser l'attaque brutale refoulée, et là je vais laisser Quentin vous expliquer cette situation. Là, par exemple, on va avoir une arachnée ici. Très énervée. Bien sûr qu'elle est énervée, c'est la fin de partie. À la fin, un peu comme d'habitude, elle a envie de manger du petit nain qui est en face. Et là, on voit bien que pour l'instant, il y a 2 figurines de nains contre une seule arachnée qui est même pas dans les 3 pas. Donc, le joueur du bien contrôle l'objectif. Il a bien joué. Maintenant, arachnée, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir évidemment charger les 2 nains. Pouc! Elle vient les contacter. Et si elle gagne le combat, elle pourra utiliser cette fameuse attaque brutale refoulée. Au lieu de taper normalement contre les nains. Et en fait, ça ressemble un petit peu à l'Instill Fear, ça ressemble un petit peu à un combat héroïque. C'est-à-dire qu'elle pourra, en gagnant ce combat, repousser ses adversaires dans la direction qu'elle veut, de 3 pouces. Donc le nain, on va essayer de le repousser un maximum, le plus loin possible, de l'objectif pour le faire sortir. En dehors des 3 pas. Comme ça, là, il n'y a plus qu'une figurine de chaque côté. Le joueur du bien, ayant joué correctement et s'est positionné correctement sur l'objectif, vous repoussez également celui-là de 3 pouces, mais il reste dans la zone. Mais quoi faire alors? Le refoulé vous permet de pouvoir recharger derrière où vous voulez en lançant un des 6 pas de mouvement pour ce nouveau mouvement. Ça veut dire que c'est un peu aléatoire, mais au moins, avec un peu de chance, vous pouvez aller recharger votre adversaire ici et l'éliminer pour avoir un contrôle complet de l'objectif qui passerait alors ploup, sous votre contrôle. Donc il faut quand même bien répartir ses forces et les objectifs qui sont assez contestés tout le long de la partie, essayer de mettre plusieurs figurines sur chaque pour absorber les pertes au corps à corps, éviter justement les sorts magiques comme contraintes qui sont du coup assez décisifs sur ce genre de partie et toujours garder au moins une figurine à la fin de la phase de mouvement adverse sur votre objectif. En fait, il faut que vous gardiez à l'esprit qu'il faut être capable de contrer toutes ces surprises qui pourraient arriver, autant c'est la distance que celles qu'on a présentées avant, comme les combats héroïques. Tout ça doit ne pas avoir d'impact sur votre objectif. C'est facile à dire, après dans les faits, c'est plus compliqué à gérer. C'est ça, c'est pas si évident. Là, on peut essayer de se prémunir des jets de dés qui pourraient être mauvais en se plaçant un maximum, en assurant un maximum avec beaucoup de filles et avec un bon placement. On vient de vous expliquer les différents petits conseils qu'on peut vous donner pour capturer, contester les objectifs, tout ça pour prendre l'avantage sur le scénario et gagner votre partie. Donc maintenant on va conclure un peu cette vidéo. Alors qu'est-ce que tu penses de ce scénario de manière un peu générale? Alors ce scénario, moi je trouve que c'est un des scénarios les plus difficiles sur les 18 qu'on a à disposition aujourd'hui en format compétitif. En fait ce qui est difficile je trouve c'est que on a un score qui est souvent très serré. Parce que, comme on l'a dit au départ, on a 2 objectifs. On commence, on a 2 objectifs chacun, et puis celui central à les contester. Et en fait, avoir honnêtement 2 points sur chaque objectif, c'est quand même... très difficile. Voilà, c'est bon, à part vraiment si vous défoncez votre adversaire, mais bon,
c'est pas si souvent le cas. Ça donne vraiment voilà, des scores, beaucoup de victoires mineures là-dessus, ou d'égalité. Donc moi je dirais quoi, c'est un scénario qui est difficile, c'est difficile de le maîtriser aussi parce qu'il y a beaucoup de facteurs en jeu. C'est ça, et beaucoup de déplacements pas évidents à avoir. Et puis je trouve qu'il y a surtout un facteur de dernier tour qui est déterminant. C'est ça, en fait tu peux, je dis pas que tu peux tout perdre, mais en tout cas tu peux vraiment renverser un score ou te faire renverser au dernier tour en prenant les bonnes décisions ou à l'inverse en faisant le pitre. C'est aussi un scénario qui est très difficile parce qu'au final c'est quand même un scénario qui est quand même très équitable et entre toutes les armées, sauf peut-être les full héros où c'est quand même assez compliqué de contrôler 5 objectifs sur la table. Mais si vous avez une armée entre guillemets régulière et normale, c'est un scénario vraiment équitable pour les deux joueurs qui va essayer de surprendre leur adversaire par des mouvements, par des actions héroïques qui sont là aussi quand même très déterminantes comme on l'a vu juste avant, les combats héroïques, etc. qui peuvent vraiment avoir une importance cruciale sur ce scénario pour prendre la table et gagner un avantage derrière, quoi. Il y a beaucoup de surprises en fait qui peuvent arriver et c'est pour ça que voilà, je trouve que c'est jamais un scénario où tu te sens serein de A à Z, où tu te dis bon, j'ai un bon match-up pour moi, j'ai un adversaire que je connais, je sais comment je vais jouer, tout ça. C'est rarement le cas. Vraiment, jusqu'au bout, tu vas être en suspense et tu vas te dire peut-être avoir du mal et tout. C'est clair. Surtout que sur ce scénario-là, comme il y a une grosse baston généralement au milieu de table, pendant la partie, si on ne garde pas qu'il faut contrôler les objectifs en fin de partie, on peut se faire piéger. Parce qu'on peut se focaliser pour tuer le général, le démoraliser, etc. Mais derrière, si votre adversaire accepte de se faire ouvrir en deux, mais qu'il vient contourner et contester vos deux objectifs derrière, vous avez perdu. On peut perdre le parti alors qu'on l'a roulé dessus, quoi. Et en plus, normalement le général et la démo, c'est des objectifs, on va dire, standards des autres scénarios. Enfin, c'est commun à tous les scénarios. Donc on se dit, tiens, je vais aller taper l'adversaire, je vais gagner comme ça. C'est pas le cas ici, forcément. En tout cas, merci Quentin de ta venue. C'était très sympa. Toujours un plaisir de faire des petites vidéos avec toi, que ce soit avec Radio Barakdour ou les pourfendeurs des profondeurs. Écoute, on se sent bien accueillis, on revient, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la vidéo pour voir les prochaines. Et j'espère que ça va vous aider à progresser dans ce merveilleux jeu qui est la Terre du Milieu. Surtout que maintenant que les grandes saisons de tournois reprennent à fond. Allez, salut!